C'est interdit en France et pourtant 125 000 femmes ont été victimes d'excision. Certaines d'entre elles cherchent à se reconstruire en s'investissant dans la lutte contre cette pratique barbare, mais se retrouvent seules face à leur souffrance. 7,2% des 18-45 ans ont été victimes d'excision en Seine-Saint-Denis. C'est dans ce département que la prévalence est la plus forte. Charlotte, pourquoi personne ne les défend? Pourquoi les féministes se cachent-elles? C'est pour, comment dire, pour comprendre le silence de certaines féministes ou le relativisme porté par d'autres sur le sujet, il faut comprendre, il faut expliquer la situation. C'est-à-dire qui sont les femmes excisées en France. C'est-à-dire que vous l'avez rappelé, il y a deux chiffres, 125 000, c'est le dernier chiffre qu'on a. C'est Santé publique France qui avait donné ce chiffre il y a déjà quelques années. Donc les associations qui s'occupent de cette question disent c'est probablement beaucoup plus aujourd'hui, mais on n'a pas de chiffre précis. Et On sait que c'est en augmentation. On sait que c'est en augmentation et vous l'avez dit, en Seine-Saint-Denis, le chiffre est issu en réalité l'année dernière des médecins dans les hôpitaux qui ont demandé aux femmes qui venaient à l'hôpital, donc c'est une sorte de sondage en temps réel. Et par ailleurs, on a au CHU de Montreuil un chiffre extrêmement particulier. Là, c'est en 2018, 13% des femmes qui ont accouché à la maternité qui étaient excisées. Donc 13% d'une population, c'est quand même énorme. Alors, Une sur 10. Comment ? Plus d'une sur 10. Plus d'une sur 10, exactement. Alors, on a d'abord la question, évidemment, la première chose, c'est que qui sont ces femmes ? Elles sont massivement issues de l'immigration. C'est-à-dire, je dis massivement parce que soit elles sont issues elles-mêmes de l'immigration, soit ce sont des enfants de familles qui reproduisent, on va dire, la pratique. Mais évidemment, vous allez sur les sites, ils disent très naïvement, dans les années 70, la pratique n'existait pas du tout, elle est arrivée à ce moment-là. Mais oui, forcément, avec les premières familles qui le pratiquaient dans leur pays d'origine et qui ont reproduit la pratique ici. Ensuite, forcément, on arrive sur la question du relativisme sur toute tradition, et je mets des guillemets, enfin, ça en est une pour certains pays, toute tradition étrangère en France, on n'arrive plus à être objectif sur la manière de discourir, on va dire, sur la tradition en question. De constater les faits. De constater les faits, exactement. Et donc, vous avez derrière ça le silence relatif, de certains qui ont peur de l'accusation de xénophobie, racisme et toute la cohorte qui va avec, et soit le silence d'autres par idéologie multiculturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez l'idée que toutes les cultures se valent et que qui êtes-vous pour expliquer que certaines pratiques sont moins bonnes que d'autres de manière objective, eh bien c'est une forme de xénophobie. Et donc là, par idéologie, on se tait également. Il a donc fallu, et vous l'avez dit, attendre que certaines femmes elles-mêmes victimes d'excision se préoccupent du sujet et rejoignent, on va dire, les médecins, le personnel de santé très investis et s'investissent à leur tour. Et pourtant, on a une loi en France qui est dissuasive. Sauf que, comme d'habitude, le problème français, c'est-à-dire que les mutilations génitales en France, c'est un crime puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc c'est dissuasif quand même. Et alors, on a la directrice du GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés, en France, qui nous dit, je la cite, « Les familles ont du mal à comprendre que la loi s'applique en France, même si elles font exciser leurs enfants en dehors du territoire national. » Quelle que soit leur nationalité. C'est-à-dire que souvent, les petites filles sont ramenées au pays d'origine pour être excisées. Et la loi française punit également l'excision de personnes vivant en France, donc soumises à la loi française, à l'étranger. Or, ce qu'on constate, c'est que vous avez vu les chiffres que l'on a, qui sont forcément sous-estimés par rapport à la réalité. Depuis les années 80, on a eu une trentaine de procès d'exciseuses professionnelles, parce qu'il y en a qui le font à d'autres qu'à leurs enfants, ou de parents d'enfants mutilés sexuellement. Et en plus, on a du mal à condamner réellement. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on a le code pénal, on se dit, ça va, c'est très clair. Et puis, dans les faits, j'ai été voir quelques procès. Il y a des parents qui ont été condamnés à de la prison ferme. C'était 1 ou 2 ans, donc des peines. Le président du tribunal, à la sortie même, au moment où la peine est prononcée, explique que tout ça va être aménageable, évidemment, pour le bien des enfants. Et vous avez aussi des peines avec sursis directement. Alors, je ne dis pas que c'est simple, j'ai pas assisté à ces procès. Je dis simplement que on a l'impression que c'est extrêmement clair dans la loi, et puis dans les faits, soit on a du silence, soit du relativisme, soit de l'aménagement. Vous parlez de relativisme justement, mais même si le tabou reste assez fort, personne ne se déclare ouvertement pour l'excision en France, mis à part ceux qui la pratiquent. Alors, en effet, vous allez partout et tout le monde vous dit, évidemment, c'est monstrueux, c'est condamné par absolument tout le monde, sauf, évidemment, vous le disiez, les parents qui reproduisent ça sur leurs filles. Mais là, on va se pencher sur les autorités, on va dire les paroles autorisées.
Il existe d'abord une sorte de personne, parfois militante, parfois même féministe, qui préfère s'échapper en se cachant derrière l'idée, le célèbre argument du libre choix, qui va faire bondir mon voisin. Et alors là, on a par exemple le community manager du planning familial du 13, de Marseille, qui en 2018, lors d'un échange Facebook, c'est extrêmement révélateur. À la question, quelqu'un l'interrogeait, à la question « Défendez-vous aussi les femmes qui militent pour donner une bonne image de l'excision ?» Le compte du planning familial répond « Comme déjà dit, on milite pour le libre choix de chacun.e et que nous puissions chacune faire ce que nous voulons de notre corps sans projeter notre choix sur les autres. » Alors, à la suite de ça, je le précise quand même, on a eu un communiqué extrêmement alambiqué, j'ai lu du début à la fin, du planning familial, disant qu'il y avait des contradictions internes au sein du planning familial, mais que quand même, ils rappelaient leur opposition à l'excision. Vous voyez, tout le monde se prononce contre, mais que quand même, il fallait prendre en compte l'hétérogénéité des femmes. Enfin bon, bref, à la fin, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui diffère réellement de ce qu'ils avaient écrit sur leur site. Je note à ce moment-là de l'histoire, on va dire, que ceux qui cherchent à relativiser, comme c'est le cas dans ce texte, savent exactement ce qu'ils en pensent sur le fond. C'est-à-dire la condamnation extrêmement ferme de ce qu'est l'excision. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'on n'a pas entendu une seule de ces féministes nous expliquer qu'il était très mal que l'excision, le risque d'excision, soit désormais un motif d'asile. Parce que nous avons désormais des familles entières qui arrivent parce qu'il y a un risque d'excision des petites filles. Et c'est devenu un motif d'accueil, c'est-à-dire on vous proclame réfugié parce que vous risquez l'excision. Et là, j'ai pas entendu le planning familial relativiser en disant oui, mais attendez, ça dépend, c'est le libre choix peut-être dans leur pays d'origine. Non, elles sont très pour l'asile en cas d'excision. Donc elles savent exactement ce qu'elles en pensent. Simplement, elles ne s'en servent que pour augmenter l'immigration. Ensuite, vous avez une autre sorte de personnes qui sont alors carrément les influenceurs qui rejettent la portée de la loi française en disant finalement ça doit être une discussion entre nous. Le nous étant, soit, je prends l'exemple de Tariq Ramadan, qui avait déclenché une polémique, notamment en disant ça. Donc là, le nous, en l'occurrence, c'était la communauté musulmane. Mais la pratique de l'excision, c'est pas directement la communauté musulmane. C'est moins religieux que géographique, en l'occurrence, dans le monde. Souvent, ça se recoupe, mais ça peut être un peu plus large que ça, on va dire. Et Tariq Ramadan disait « Je suis opposé à l'excision ». Encore un qui nous explique qu'il est opposé, mais je suis opposé à l'excision, mais c'est un débat qui doit avoir lieu entre nous. Considéré dans la communauté musulmane. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, un imam s'était proclamé pour l'excision. Il avait été attaqué pour ce fait. Et là, il nous explique que les gens qui l'attaquent sont racistes et xénophobes. C'est à nous d'avoir cette discussion entre nous. Donc là, encore une fois, c'est bien, ça se poursuit. Et la France n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe en France, ou les États-Unis en l'occurrence. C'est formidable. Ensuite, il y a la cohorte de ceux qui préfèrent parler de la couleur des robes des poupées. J'y reviens, c'est un peu mon obsession depuis hier. Qui préfèrent nous expliquer qu'on va trier les jouets dans les magasins pour éviter le sexisme, plutôt que d'avoir à condamner, d'avoir à dire un mot sur une pratique qui est issue de l'immigration, c'est-à-dire qui est pratiquée par les damnés de la terre, par ailleurs dans leur discours. Donc comment on fait ? Puisqu'il faut bien que soit l'homme occidental est responsable, l'homme à la limite on peut glisser de manière générale, c'est l'homme. Bon, mais de manière générale, si on peut quand même s'attarder sur autre chose que sur ce sujet-là, c'est mieux. Et derrière, il y a évidemment ceux qui préfèrent se taire que de prendre la foudre de tous ceux dont on vient de parler et qui donc passent également à autre chose. Mais depuis quelques années, le sujet c'est pourtant imposé un peu à la force du bras de celles qui ont voulu le faire, forcément les chiffres gonflent, la réalité s'impose. Et alors là, on comprend que dans le discours, la seule chose importante, c'est que la personne non stigmatisable, par idéologie, ne soit surtout pas stigmatisée. Donc on va parler de l'excision, mais on va s'échapper. Un exemple, l'ONU indique ces derniers jours qu'il y a une augmentation de 30% des excisions en Afrique. Et alors, il y a plusieurs médias, là, pour le coup, qui ont repris l'information. Pourquoi ? Cette augmentation des excisions en Afrique est due au réchauffement climatique. Non. Alors, j'ai ouvert l'article en me disant, alors ça, celle-là, je vois pas bien le rapport. Alors, accrochez-vous. Pourquoi ? Il fait plus chaud. C'est le réchauffement climatique. Il fait plus chaud. Donc, il y a plus d'épisodes de sécheresse. Donc, il y a plus de pauvreté, puisqu'il y a des gens qui vivent évidemment de l'agriculture. Donc, comme il y a plus de pauvres, il y a plus de mariages forcés. Alors là, déjà, vous dites, quoi ? Eh bien, il y a plus de mariages forcés parce que ça fait, pour certaines familles, une bouche de moins à nourrir. Et par ailleurs, dans certains cas, on peut récupérer éventuellement une dot. Et donc, ça fait plus d'excision. Alors, vous vous dites, attendez, déjà, le mariage, c'était compliqué par rapport à la pauvreté, mais plus d'excision, pourquoi ? Parce que pour pouvoir être mariées, les filles doivent être excisées. Et alors là, vous vous dites, attendez, certains pauvres ne cèdent pas au mariage forcé, me semble-t-il, ça existe dans certaines cultures. Et certaines cultures n'imposent pas non plus la mutilation génitale en vue du mariage.
Mais c'est pas grave, chut, c'est le soleil qui est responsable de l'augmentation des excisions en Afrique. Mais si vous cherchez bien, c'est pas le soleil en réalité, c'est le réchauffement climatique. Or, c'est dû à qui le réchauffement climatique? À l'Occident, c'est formidable, on est sauvé, on peut trouver un responsable de tout ça. Sauf qu'il y a bien un moment où il y a une personne qui n'est pas l'Occident qui décide de faire exciser des petites filles, sécheresse ou pas, en l'occurrence. Donc on veut bien reconnaître que c'est mal, on a une loi, mais par ailleurs, surtout, il ne faut pas nommer les responsables. On revient à une question qui nous hante, Charlotte. Comment tenir un discours équilibré entre le respect des cultures, l'universalité des valeurs et l'application de la loi? Alors, il faut réussir à distinguer ce dont on parle, ce qui n'arrive jamais sur ces sujets, je vous l'accorde, entre ce qui relève de la culture, ce qui relève des cultures, c'est-à-dire de la culture française, de la culture malienne, de la culture ce que vous voulez, de la question de la nature humaine, de la question du bien inhérent à cette nature humaine, et ensuite s'interroger sur notre champ d'action. Il y a 3 points, en l'occurrence, qui nous intéressent ici. Il existe des traditions qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont simplement étrangères à la France. Ça veut dire qu'il y a des cultures qui sont simplement étrangères. Ça n'est pas, en l'occurrence, une agression ou une condamnation, c'est une distinction nécessaire parce que les cultures sont différentes. Donc certaines ne sont pas mauvaises en soi, elles sont simplement étrangères. Bon, déjà, c'est une étape que tout le monde ne fait pas, hein, mais faisons-la. Passons ensuite, il existe des traditions, des pratiques qui sont objectivement mauvaises, quelle que soit la culture dont elles sont issues. Alors celle-là, ça n'est pas tellement lié à nos valeurs, c'est lié à la nature même du bien, c'est-à-dire du bien inhérent, en l'occurrence, à ce qui est bon pour l'homme. Donc ce ne sont pas les valeurs occidentales des colonialistes esclavagistes, c'est le bien qui est universel, en l'occurrence. Et il se trouve, en l'occurrence, que l'excision est mauvaise en soi par rapport à ce qui est bon pour la femme. Donc c'est mauvais tout le temps. Et donc ensuite se pose la question, vient le moment de l'action. Qu'est-ce qu'on fait contre un mal objectif, un acte mauvais objectivement? Eh bien là, se pose la question dans l'action, notamment politique, à la fois de l'humilité et de la responsabilité, qui sont les deux, normalement, deux choses qui préoccupent l'homme d'action. Et alors là, la responsabilité, c'est directement de l'imposer chez soi. C'est-à-dire que le président de la République française, pour prendre lui, hein, c'est évidemment toutes les autorités, sa première mission, c'est de s'occuper de son pays. C'est là-dessus qu'il aura des comptes à rendre. Et ensuite, l'humilité, c'est de se dire qu'on ne peut pas s'échapper en ayant des discours sur le monde entier. Il faut le dire, et il faut continuer à le dire évidemment, il faut le négocier notamment par le biais des aides, etc., internationales, négocier une contrepartie, mais simplement ne pas vouloir, ne pas pouvoir l'imposer ailleurs ne veut pas dire qu'on ne va pas l'imposer ici. Et ce serait bien de commencer par le début, en l'occurrence.